MACKY SALL, welcome to all the candidates. Sall, Senegal. Thank you very much. What I wish to offer is added value based on experience. First, I bring national experience as a former head of state, built over nearly 40 years of public service. I have learned to listen, dialogue, and take difficult decisions. Second, I bring regional experience, including as chairperson of ECOWAS. This taught me how to manage crises in complex and political situations. Third, I bring continental experience through my chairmanship of the African Union and NEPAD. These responsibilities allowed me to address Africa's major challenges, including peace and security, human rights, and development. I also led the successful campaign for the AU to become a permanent member of the G20. Together, these experiences taught me to work with leaders from all regions, listen to every perspective, and build practical solutions. If elected, I will use this experience at the service of member states. I will be a facilitator of dialogue and a Secretary General committed to implementation, reform, and restoring trust. Trust in the organization, trust among member states, and trust for the people we serve. I thank you. Thank you, President Sall. As you reminded us, there are many different crises, and the UN is not at the heart of negotiations on them. Sometimes the organization is on the sidelines. On the Strait of Hormuz and on many great crises, we need more than ever a Security Council that functions in line with the provisions of the UN Charter. Because in reality, global security, peace and stability is something that is incumbent on the Security Council, and the lack of trust between the members today, particularly between the permanent members, it's that means that crises go on without solutions being found. As Secretary General, the added value I could bring is to speak to everyone, even at times of difficult tension, and create the necessary corridors of dialogue so that our goal to keep the world safe be one that is carried by this organization. So to be in dialogue with everyone, speak to everyone, build bridges of communication. Thank you. Rebecca Greenspan. Thank you. Est requise parler aux principaux belligérants, surtout lorsqu'il s'agit des membres permanents du Conseil de sécurité. Et c'est là où le travail est le plus difficile, mais je crois que l'impartialité du secrétaire général, sa responsabilité de conduire l'organisation avec la confiance des États membres, doit l'amener à être ce bâtisseur constant de ponts entre les pays et de création de la confiance qui nous permet d'assumer notre rôle historique. Parce que les leaders de nos pays ne doivent pas détruire l'organisation. Au contraire, ils ont chacun une ambition que l'ONU doit continuer à jouer le rôle qu'il a toujours joué. Et ça a été un rôle très important depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette génération actuelle de dirigeants doit travailler la main dans la main et dans la confiance pour que le monde soit meilleur et que la paix soit la plus partagée possible. Let me just follow up. Mr. Sall, you talk about building trust. You have 30 seconds to answer the question. How do you do that exactly?
J'ai été président du Sénégal pendant 12 ans. J'ai dirigé l'Union africaine. Je me rappelle, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, j'ai été amené à devoir aller rencontrer le président Poutine. Tout le monde n'était pas d'accord, puisque c'était un moment où il y avait énormément de tensions. Mais justement, puisque j'ai représenté un continent d'1,5 milliard d'habitants qui vivait des conséquences sur le blocage du port d'Odessa, sur l'absence de facilité de commerce sur les engrais pour les pays africains, il fallait donc, malgré cette tension, aller à Sochi, mais aussi aller à Kiev. Donc il faut que le contact soit en permanence établi, quelles que soient les tensions, et c'est ça le rôle impartial que le secrétaire général doit jouer pour rétablir la confiance entre les membres. Thank you, Mr. Saul. Caroline Rodriguez. Au terme de mon mandat, si j'ai la confiance des États, je voudrais laisser une ONU confiante, une ONU efficace, une ONU qui aura réussi sa transformation digitale, profitant des bienfaits de l'intelligence artificielle, mais surtout une ONU réformée tant au niveau du secrétariat qu'au niveau des États membres. Parce qu'en réalité, sans les États membres, quelle que soit la volonté du secrétaire général, les réformes seront timides. Au niveau des États membres, il nous faut réinterroger nos méthodes de travail. Nous avons 40 000 mandats aujourd'hui qui ont été activés dans les différentes instances de l'organisation. Plus de 27 000 réunions annuelles. Alors, l'impact doit être prouvé. Et c'est cette réforme des méthodes de travail qui devra nous permettre d'arriver à l'efficacité, mais aussi une meilleure harmonie entre les différents services de l'organisation. Et je voudrais, pour terminer sur ce point, prendre l'analogie de l'orgue, qui est un instrument musical très important, qui utilise des tuyaux, mais chaque tuyau émet un son qui peut être grave, qui peut être aigu, qui peut être cristalline, une note cristalline. Mais il faut un orguiste, quelqu'un qui sait mettre en harmonie ces différents instruments. Nos organisations, avec les différents services, doivent avoir un organisateur de cette harmonie. Et si l'ONU devait être un orgue, je crois pouvoir avoir la capacité de donner une belle partition au nom des peuples que nous représentons. J'ai déjà prouvé par mes responsabilités antérieures mon indépendance. Mon indépendance qui a consisté dans ma diplomatie à dire qu'il n'y a pas d'exclusivité, qu'il n'y a pas non plus d'exclusion. Le dialogue, pour moi, s'impose avec tout le monde. Et aujourd'hui, cette crise de liquidité, en réalité, elle met en sourdine une crise de confiance. Et le prétexte, c'est la réforme. Donc, j'ouvrirai vraiment open book les comptes de l'organisation. Je mettrai également à la disposition de tous les États membres les propositions de solutions de réforme, tant au plan budgétaire qu'au plan des ressources humaines, de façon transparente. À partir du moment où les choses sont claires avec tous les États membres, il appartient maintenant à chaque État membre de remplir sa part de responsabilité et donc de s'acquitter de son devoir qui est sa cotisation par rapport à l'organisation. Mais le premier acte, c'est rebâtir la confiance et ça va être l'élément le plus important, je crois, dans le travail du futur secrétaire général. We now want to go back out to the audience for 2 questions, and the first one will be for Maria Fernanda Espinosa, coming from a UN member state representative. Thank you. I am Ambassador Khalilou Ibrahim Toutangi, Deputy Permanent. Merci beaucoup. C'est un sujet très important puisqu'il concerne l'un des piliers les plus importants, c'est le pilier développement. Et on ne peut pas parler de développement aujourd'hui et de financement du développement, parler de prospérité partagée, sans changer le paradigme du développement. Il nous faut aujourd'hui créer l'opportunité d'élargir cette prospérité au niveau mondial. Ça veut dire qu'il faut réformer d'abord l'architecture financière internationale. Le seul financement public, on le sait, ne suffit pas pour apporter des réponses appropriées. J'engagerai des concertations et même un dialogue global avec les États membres, les institutions de Bretton Woods, les IFIs,
c'est-à-dire les institutions financières internationales, mais surtout le secteur privé, la société civile et la philanthropie. C'est en combinant l'ensemble de ces acteurs pour avoir une nouvelle facilité d'accès à l'ensemble des pays pour créer les conditions d'une prospérité partagée que nous aurons un monde plus sûr, un monde plus prospère, mais une prospérité partagée pour tous. Donc le secteur privé aura un rôle capital pour avoir du blended finance pour cela. Good evening. I am Ambassador Taonga Mushayavanu, Permanent Representative of the Republic of Zimbabwe to the United Nations. And my question is, what initiatives will you implement to advance meaningful reform of the global financial architecture, including address the debt burden, as well as operationalizing the severe commitment so that the Global South can access development financing on a just and equitable terms? Merci beaucoup, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Zimbabwe. Je l'ai dit tantôt, une concertation globale sera engagée pour réformer l'architecture financière internationale. On voit tous le poids de la dette. Et ce poids de la dette pour les pays en développement est moins relatif, est moins dû à l'ampleur de la dette qu'aux conditions de la dette. C'est-à-dire que les pays en développement, malheureusement, s'endettent 5 fois, voire 8 fois plus cher que les pays développés. Et cela est dû aux mécanismes qui sont en place. D'abord, les mécanismes de garantie et de primes de risque par rapport aux pays en développement. Donc, cette concertation devra aussi impliquer les agences de notation qui doivent travailler de concert avec les États membres, avec les AFI, pour que nous définissions un cadre approprié pour un accès équitable aux conditions financières. On le sait, le financement public ne répond plus aux attentes, surtout qu'il a baissé drastiquement. Il faut donc associer le financement privé, mais mitiger le risque, parce que c'est là la limite du financement privé, et faire en sorte que les pays, par l'investissement privé, par le partenariat, puissent davantage commercer, et c'est dans l'intérêt de tous les États membres. Thank you. And now to Michelle Bachelet, a question from a civil society organization representative. Good afternoon. My name is Rosario Diaz Garavito, representing the Millennials. In a context where human rights are increasingly challenged, how will the human rights pillar be prioritized in your mandate? How will the United Nations ensure that funding for human rights remain as part of the humanitarian response, including through the Office of the High Commissioner of Human Rights? The same question to you, Mr. Sall. Merci beaucoup. Si nous voulons représenter dignement les peuples et répondre à la promesse de la Charte, nous devons revenir aux fondamentaux de l'organisation, la paix, la sécurité, le développement, les droits humains. Agir efficacement sur ces leviers permet de donner une réponse appropriée à la jeunesse du monde. Je rappelle aujourd'hui, on a près de 4 milliards de jeunes pour lesquels il faut trouver une éducation, une formation, un emploi. Il faut surtout défendre les femmes dans leurs droits, les jeunes filles dans leur éducation et dans leur statut. Donc, travailler de concert avec l'ensemble des États membres autour de ces priorités doit permettre, à l'issue des prochaines 5 années, de voir que l'ONU est revenue au centre du jeu mondial dans le cadre d'un multilatéralisme rénové au service de l'ensemble des États membres. In the reverse order of the opening statements, beginning with MACKY SALL, you have 2 minutes. Thank you very much. My immediate action will be to build a strong team based on competence, diversity, and balanced geographical representation. I will work on 3 main priorities. First, I will strengthen the UN's capacity on peace and security through preventive diplomacy, early warning, mediation, good offices, and closer cooperation with regional organizations, particularly
on peace operations. Second, I will initiate an operational review of its structures and mandates to improve the organization's efficiency and impact. I will launch consultations with member states on reform, including the UN80 initiative. I will also work with member states to address the UN's liquidity crisis while improving accountability and transparency. Third, I will keep human rights and development at the heart of the global agenda. I will begin consultations on the post-2030 agenda with member states, the Bretton Woods institutions, IFIs, the private sector, civil society, and philanthropy. I will promote development financing based more on investment, trade, and partnerships while improving developing countries' access to capital market, knowledge, and innovation. In my first 100 days, I want to restore trust and put the UN on a path to become more agile, more effective, and ready to listen, act, and bring people together.